Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur ce quatrième action de la Silver Week. On est ravis de vous retrouver ce matin pour une journée encore très dense et sur un sujet aujourd'hui qui est particulièrement d'actualité, particulièrement intéressant. Je m'avance en disant ça, mais je suis sûr que ce sera passionnant. On est avec ce matin des prestigieux invités qui ont compris de leur précieux temps pour venir nous parler d'un sujet, donc l'intelligence artificielle au service du bien vieillir. Je vais commencer par les laisser se présenter. Il nous manque. Ah non, je vois bien Lionel. Je vois bien Lionel. Bienvenue Lionel. Je vais te mettre en évidence pour que tout le monde puisse te voir en grand écran. Voilà, c'est bon. On a tout le monde. On est parfait pour commencer. Mais je vais commencer par un petit tour de table de nos intervenants, Olivier, Jacques-Henri, Lionel. Puissiez-vous présenter qui êtes-vous et quelles organisations vous représentez. Je vous laisserai ensuite présenter sur un deuxième tour de table vraiment les solutions que vous adressez sur l'intelligence artificielle et le bien vieillir. Je ne sais pas qui veut commencer. Alors, dans l'ordre de mon écran, Jacques-Henri, si tu veux commencer par te présenter et présenter Présage. Ouais, avec plaisir. Bonjour à tous, je m'appelle Jacques-Henri, moi je suis ingénieur de formation. J'ai passé une dizaine d'années au sein d'une agence du ministère de la Santé à partir des années 2010, pour faire simple. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à m'interroger sur les enjeux du bien vieillir et notamment sur la manière dont on pourrait essayer de développer des dispositifs innovants qui permettent eh bien, de vivre le plus longtemps possible chez soi. Et c'est dans ce cadre-là, dès 2016, qu'on a lancé une première étude clinique, une investigation clinique, dont je vais parler des fruits, puisque Présage, la société que je dirige maintenant depuis 2020, est l'un des fruits issus de ces travaux. Donc nous, l'intelligence artificielle a été l'un des piliers initiaux de notre approche. Mais ce n'est pas le seul, puisque en fait, c'est un dispositif médical. Donc on a très tôt voulu s'engager dans des directions plutôt réglementaires autour des dispositifs médicaux de classe 1, classe 2. Et intégrer cela dans ce qu'on appelle un dispositif numérique. Donc maintenant, c'est ce qu'on appelle un dispositif médical numérique. Et donc, on a trois grands domaines d'expertise dans l'entreprise, l'intelligence artificielle, la médecine du sujet âgé et ce qu'on appelle la e-santé. Voilà, et après Présage, eh bien, on développe un dispositif dont l'objectif, vous l'avez peut-être déjà rencontré, est de pouvoir valoriser la relation humaine qui existe entre un aidant et un aidé, qui derrière va pouvoir déclencher toute une chaîne d'action dont je vais vous parler dans un instant. Voilà, donc je suis ravi d'être avec vous. Merci à Titouan pour cette invitation. Merci à tous pour votre participation. Et je suis assez enthousiaste aussi de répondre à vos questions, d'avoir le plus d'échanges possible avec chacun d'entre vous. Merci. Merci Jacques-Henri pour cette première introduction. Lionel, je te laisse te présenter tes activités chez Google. Peut-être pas tout Google, mais en tout cas, Merci Titouan. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis Lionel Axpil. Je suis en charge du secteur santé sociale dans l'équipe secteur public chez Google Cloud en France. Donc notre activité consiste à accompagner la sphère publique française dans leur transformation et notamment autour du cloud. Donc on est une équipe jeune puisque les sujets cloud démarre depuis peu et on va dire que tout est à faire devant nous. Et donc, on a beaucoup d'envie de travailler avec le secteur public, notamment sur le cloud de confiance. J'aurai l'occasion d'en reparler. Et notamment, comment, en ce qui concerne
cette session de ce matin, comment l'intelligence artificielle, dans la sphère publique et dans la santé en particulier, peuvent aider à adresser des problèmes. Je suis tout à fait en phase, enfin, je suis ravi de rencontrer Jacques-Henri, puisqu'on est sur des sujets effectivement communs. Comment on peut, l'intelligence artificielle arrive à résoudre des problèmes, qu'on soit personnel soignant ou patient, pour que notamment on puisse remettre la santé et le bien-être du patient au cœur du débat et faire tomber tout un tas de jalons on va dire, de barrières, de complexité et autres grâce à la technologie et à l'intelligence artificielle en particulier. Donc, ravi d'être là ce matin et de répondre à vos questions si vous en avez autour de nos sujets. Moi, j'en ai. J'espère. Moi, j'en ai. Ça, c'est sûr, mais je pense qu'il y en aura aussi. De la part de l'Assemblée, on gardera un temps, évidemment, à la fin pour que chacun et chacune puisse poser ses questions. Olivier, je t'en prie, présente-toi pour finir ce tour de table introductif et présenter Arkea On Life, Arkea Creative Care. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Olivier Bessières, je suis en charge, je suis directeur commercial de l'activité Arkea On Life. Donc, Arkea On Life est une division du groupe bancaire Arkea Crédit Mutuel, qui a été créé il y a un peu plus de 10 ans maintenant pour assurer des solutions de sécurité et des services à destination des personnes âgées, quel que soit leur lieu d'habitation. Donc le domicile, l'EHPAD, la résidence-service. On a commencé notre activité sur le domicile et en fait à l'origine par une demande du réseau bancaire où des clients venaient demander des solutions de protection de leurs biens et des personnes. Et donc la division a été créée sur cette demande forte du réseau bancaire. Donc nous avons commencé sur le domicile. Aujourd'hui, c'est globalement 35 000 personnes qui sont suivies en propre par notre entité. Et très rapidement, on a voulu avoir une maîtrise complète de la solution. Donc, on développe nos propres solutions, on les déploie, on les maintient. On a notre propre plateau d'appel également pour gérer une grande partie de ces appels. Et on fabrique en marque blanche également pour d'autres opérateurs du marché. Donc globalement, notre plateau gère 120 000 clients, donc nos clients propres, des clients d'établissement et des clients marque blanche. Pour vous donner une petite idée, 120 000 clients, c'est à peu près entre 3 000 et 4 000 appels jour qui sont traités. Donc à la fois de ce qu'on appelle vulgairement la téléassistance, mais ça peut être aussi de la téléalarme, enfin de l'alarme de domicile ou de l'alarme d'intrusion. Et très rapidement, en fait, alors d'une part parce qu'on a été une des premières banques à utiliser l'intelligence artificielle dans nos activités, mais on a voulu intégrer cette partie dans nos activités propres liées aux personnes âgées. Et aujourd'hui, on utilise effectivement cette intelligence artificielle pour des traitements. Alors, on les développera tout à l'heure, mais pour assurer et augmenter la sécurité que l'on propose aux personnes qui sont équipées de nos solutions, mais également dans le relationnel avec les aidants professionnels ou les aidants familiaux, puisqu'on s'adresse à la fois à l'utilisateur, mais également à son entourage et à tout l'écosystème qui est autour de cette personne. Donc, j'espère qu'on aura effectivement des échanges fructueux ce matin, que l'on pourra répondre à de nombreuses questions et que j'attends avec impatience également, comme mes autres collègues. Mais Olivier, tant que tu as la parole, je te propose de la garder pour nous présenter spécifiquement le cas d'usage sur lequel vous avez une utilisation de l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on utilise la première demande qui a été faite sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'était la détection de chute. Bon, il faut savoir que la chute, comme si vous êtes dans cet environnement, la silver economy, vous le connaissez, hein, je pense très simplement. Un petit rappel, c'est 2 millions de chutes aujourd'hui en France par an. Sur les plus de 65 ans. Et ça entraîne 10 000 décès aujourd'hui, ces chutes, et quasiment 130 000 hospitalisations. Donc c'est une vraie problématique que la personne soit à domicile, qu'elle soit en établissement.
C'est vraiment une problématique importante. Donc, nous avons été sollicités sur cette problématique. Et aujourd'hui, on fait de l'analyse par des capteurs optiques, en fait, d'une chute potentielle d'une personne ou d'une anomalie comportementale qui pourrait effectivement amener à ce risque de chute. Et donc, il y a une saisie d'informations visuelles qui est faite par ces capteurs et un traitement par l'intelligence artificielle pour effectivement envoyer une alerte en cas de suspicion de chute. Et tout l'intérêt de l'intelligence artificielle dans ce cadre-là, c'est de pouvoir faire des traitements de masse d'informations, de les analyser. Alors, je pense qu'on évoquera un petit peu l'intelligence artificielle et les façons de fonctionner et comment on procède chacun de nos côtés. Mais sur de l'analyse d'image, c'est de l'apprentissage, en fait. Donc, nous, ça fait 10 ans que l'on fait de l'annotation d'images pour faire progresser effectivement ce traitement informatique pour arriver à une solution qui soit capable de prendre des décisions en autonome. Donc c'est ça en fait, hein, pour nous, l'intelligence artificielle, c'est apprendre à une solution à travailler plus vite et mieux que l'humain. Donc aujourd'hui, après 10 ans, donc les annotations, en fait, c'est prendre une image et puis c'est dire au système de traitement, voilà, dans cette situation-là, ça correspond à tel événement, telle chute, et ça nécessite de déclencher une alerte. Donc aujourd'hui, depuis 10 ans que l'on a fait ça, on a fait quasiment 300 000 annotations pour faire progresser la technologie, où aujourd'hui on arrive à des solutions qui sont autonomes dans ce type de détection. Et puis, ça va un petit peu plus loin. Donc ça, c'était le premier besoin. Mais aujourd'hui, on est aussi sur l'analyse audio des événements. Donc, on peut aller jusqu'à du suivi de respiration et pouvoir déclencher une alerte sur une respiration qui deviendrait anormale, sur des déclenchements, sur des paroles spécifiques ou sur un environnement sonore qui va être modifié. Donc ça va un peu plus loin que cette première demande qui était la détection de chute, mais ça reste aujourd'hui l'élément premier de cette utilisation d'intelligence artificielle, en allant de plus en plus sur du suivi d'environnement, du mode de vie. On est de plus en plus maintenant sur de l'actimétrie, où on va demander de pouvoir donner des signaux d'alerte en fonction d'un changement de rythme de vie d'une personne. Et on va aller plus loin, alors on l'évoquera peut-être par la suite, mais on va jusqu'à aujourd'hui faire aussi de l'analyse émotionnelle des personnes et de pouvoir aussi donner des signaux sur des entrées en phase dépressive des personnes par l'analyse effectivement du visage et de son évolution en continu. Voilà rapidement sur l'utilisation que l'on peut en faire aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier. En effet, on reviendra sur un tout petit peu plus tard sur la technique et les perspectives justement de nouvelles applications, nouveaux usages pour enrichir encore la prise en charge. Lionel, je me tourne vers toi maintenant. Voilà, Google, évidemment, alors avec les activités cloud et health, développe des cas d'usage qui ne sont pas forcément spécifiques au vieillissement, mais on voit enfin, moi, j'ai vu en tout cas quand j'ai découvert toutes les suites et la boîte à outils, comme tu me l'as expliqué, de Google sur l'intelligence artificielle, des possibilités. Alors, le Nest Hub, le Care Studio, j'ai vu pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous dire un peu les usages de l'intelligence artificielle pour la santé sur lequel tu vois une application un peu directe possible ou effective sur le vieillissement? Oui, Titouan. En fait, alors juste en préambule, effectivement, et je ne vais pas détailler tout ce que fait Google et tout Google sur la santé en général et le vieillissement, parce que j'en suis incapable et puis le temps que je finisse, ça a déjà changé. Mais il y a effectivement une entité qui s'appelle Google Health, qui est globale chez Google et qui a vraiment pour objectif d'être l'entité ombrelle de tous les sujets chez Google qui touchent de près ou de loin à la santé. Parce que déjà, c'est dans l'ADN de Google depuis toujours de faire profiter, entre guillemets, de la technologie à beaucoup de sujets. Et la santé en est un qui est récurrent et qui a toujours été
cœur des préoccupations des fondateurs et puis des grands dirigeants de Google depuis 25 ans. Donc, chez Google Health, en fait, vous avez sur la page Google Health l'ensemble des sujets qui peuvent intégrer la santé, que ce soit pour le grand public comme les montres Fitbit ou tout ce qui tourne autour des produits Google comme YouTube et Search, etc., qui peuvent aider, mais aussi, comme tu l'as mentionné, des solutions autour de l'intelligence artificielle et du machine learning pour aider tout ce qui est la recherche, la détection de maladies. ARDA, par exemple, c'est la détection des maladies rétiniennes pour anticiper les problématiques de diabète, que ce soit aussi la mammographie. Et puis, ça va jusqu'à l'ensemble des modèles d'intelligence artificielle les plus poussés pour la recherche génomique, l'analyse d'images. Olivier en parlait, hein, comment on analyse des images, des sons, etc., pour en sortir des données et des actions. Donc, tout ça, ça fait partie de Google Health. Et dans cet écosystème-là, il y a Google Cloud. Google Cloud qui est le cloud provider de Google, hein, et qui propose à des partenaires de développer des solutions. Et c'est typiquement un écosystème de sociétés ou de start-up ou de grandes entreprises installées qui vont utiliser nos outils chez Google Cloud pour développer des solutions. Olivier parlait de systèmes de détection de chute. Google Cloud a les outils qui permettent d'analyser ce genre de choses, détection d'images, etc., etc. Donc, il y a plein de solutions différentes. Alors, en ce qui concerne les cas d'usage, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la santé et dans la partie, on va dire, le vieillissement, on est quand même aujourd'hui beaucoup encore sur des sujets au niveau du professionnel de santé, c'est-à-dire comment je vais gagner du temps sur ma gestion administrative en EHPAD ou en hôpital pour passer plus de temps à m'occuper de mes patients plutôt que de faire de l'administratif ou de l'informatique. Comment je vais utiliser l'intelligence artificielle pour avoir des résumés, des synthèses d'opérations, de dossiers patients, etc., immédiatement et rapidement. Donc, c'est tout. Pour l'instant, c'est quand même beaucoup de sujets qui aident, on va dire, j'appellerais ça le back-office, dans une certaine mesure, le personnel, l'informatique, etc. L'intelligence artificielle générative qui arrive aujourd'hui, c'est la nouvelle génération d'intelligence artificielle, pour moi, c'est là où on va pouvoir mettre, on va dire, le patient ou l'humain au centre de la discussion. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle générative révolutionne la façon dont on interagit avec la technologie. Certains d'entre vous sont assez anciens pour avoir connu l'arrivée des ordinateurs sur les bureaux dans les années 90. C'était la vision de Microsoft et de Bill Gates à l'époque, un PC sur chaque bureau. Pourquoi ? Parce que avant les systèmes d'exploitation graphique comme Windows ou Mac, il y avait une personne dans l'équipe qui savait imprimer un document sur un ordinateur, parce que c'était des commandes. Il fallait faire /, print ou je ne sais quoi, et il y avait un ordinateur pour 20 personnes, et il y avait la personne qui savait utiliser l'ordinateur. L'interface graphique a révolutionné ça, et tout un chacun, tous les cols blancs du monde ont pu double-cliquer sur une icône, ouvrir un document, imprimer, archiver, modifier, etc., faire du traitement de texte, etc. Et ça a révolutionné, ça a permis à ce que tout le monde devienne utilisateur de l'informatique. Ben, moi, je pense que l'intelligence artificielle générative, c'est cette révolution-là, mais en mode 10x, mais décuplé par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout un chacun peut interagir avec de l'intelligence artificielle, des puissances de calcul phénoménales qui grossissent tous les jours en langage naturel. Et c'est ça la grosse révolution, c'est que aujourd'hui, une personne âgée va pouvoir discuter avec de l'intelligence artificielle sans pour autant être un jeune ingénieur sorti d'une école d'ingénieur. Je prends l'exemple de mes parents, à qui j'ai installé dans leur cuisine une Google Nest,
évidemment, bon, je n'allais pas mettre une Alexa, hein, bon, voilà, mais pour qu'il puisse écouter la radio, pour qu'il puisse connaître la météo, et les discussions s'arrêtent à est-ce que tu peux me donner la durée de cuisson d'un œuf mollet? Voilà, bon, et on sent bien que derrière, c'est une machine qui va faire du Google Search et qui va vous répondre, d'après le site recette.com, la durée de cuisson d'un œuf mollet, c'est 6 minutes. Voilà. L'intelligence artificielle générative, ça va être un œuf mollet, c'est 6 minutes. N'oublie pas d'interrompre la cuisson derrière en mettant l'œuf dans de la glace ou je ne sais quoi, etc. etc. Et comme la semaine dernière, tu avais commandé des pommes de terre, tu peux peut-être faire une salade de pommes de terre avec. J'exagère un petit peu, mais en tout cas, il n'y a plus de barrière avec la technologie. Et de même que des gens de 40, 50 ans peuvent aujourd'hui utiliser la technologie, je pense que des gens de 65, 70, 80 ans peuvent le faire aujourd'hui. Et je crois qu'on est vraiment aujourd'hui au début de cette aventure. On voit aujourd'hui les cas d'usage, hein, c'est détection de mouvement, détection de chute, analyse vidéo, etc. Mais je pense que les sujets seront plus comment une personne dans un EHPAD, par exemple, va pouvoir, mais vraiment sans limite, sans être technophile, utiliser l'ensemble des solutions techniques qui s'offrent à elle. Communiquer avec sa famille, alerter les personnels soignants, échanger avec une intelligence artificielle, sans tomber dans de la science-fiction, bien sûr, mais en tout cas, c'est là aujourd'hui où je suis impatient de connaître les premiers cas d'usage. Donc, pour résumer, on est encore sur des cas d'usage de type on aide le personnel à gagner du temps, gagner de l'efficacité, de la sécurité, et on va basculer au niveau de la personne, le patient, la personne en EHPAD et l'usager, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Lionel. Ça fait une parfaite transition avec la présentation de la solution de Jacques-Henri qui est à la frontière entre les deux et qui utilise une technologie prédictive. Jacques-Henri, tu peux nous présenter spécifiquement la solution? Oui, bien sûr. Donc nous, on n'a pas encore intégré d'IA générative, évidemment, mais notre approche, elle est relativement holistique. Et c'est en ça que je trouve que la transition est en effet tout à fait pertinente. Peut-être l'enjeu, hein, autour de la table, on est tous des professionnels des enjeux silver economy. En France, c'est à peu près une personne âgée de 75 ans et plus sur 3 qui va avoir un problème de santé majeur dans l'année. Ça fait plus de 2 millions d'hospitalisations et ça crée à peu près 400 000 entrées en EHPAD tous les ans. Donc, vous voyez, on est sur des chiffres qui sont vraiment des chiffres extrêmement importants en termes de santé publique. Et notre approche, nous, elle est de se dire, quand il y a besoin d'hospitaliser, c'est une très bonne chose d'hospitaliser, mais à chaque fois que c'est possible de l'éviter, c'est mieux. Et pour ça, on n'a pas d'autre choix que d'anticiper des risques de santé. Et pour cela, on a commencé à travailler autour de ce qu'on appelle la valorisation de la relation qui existe entre un aidant et un aidé, en se disant que chaque personne âgée aujourd'hui, ou presque, a un aidant qui va avoir une relation sociale à un moment ou à un autre. Un aidant, ça peut être un aidant familial, ça peut être un enfant, ça peut être un petit-fils ou une petite fille, mais ça peut être également une aide de vie. Et cette relation sociale, elle est extrêmement importante aujourd'hui dans l'écosystème. On ne peut pas l'ignorer. Et cet aidant, il va voir beaucoup de choses. Mais il n'est pas médecin, il n'est pas professionnel de santé. Hein. Cet aidant, il va voir que la personne va moins vite, qu'elle a des douleurs, qu'elle sort moins de chez elle. Enfin, il va y avoir un certain nombre de marqueurs qui vont être symptomatiques potentiellement d'une évolution, de risque de santé. Et c'est ça qu'on a voulu nous développer. Donc, notre apprentissage, il s'est fait dans un premier temps sur l'événement majeur d'une hospitalisation en urgence, parce qu'on sait que c'est un marqueur extrêmement dramatique pour la poursuite du parcours de la personne, et notamment son risque de décès. Et puis ensuite, on a développé autour des risques de chute, de dénutrition, des troubles respiratoires, des œdèmes des membres inférieurs, enfin l'ensemble des caractéristiques auxquelles on avait accès avec notre technologie. On a un peu plus d'1,5 million
de données en vie réelle qui ont été collectées par des professionnels et qui sont aujourd'hui les sources qui nous permettent de réaliser nos apprentissages. Donc on va aujourd'hui assez loin. On prédit un peu plus de 80% des hospitalisations en urgence avec 1 à 2 semaines d'avance. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'avec une prédiction suffisamment longue, c'est-à-dire 1 à 2 semaines, on a le temps de mettre en place des actions de santé. Ça, c'est un deuxième point dont je voulais peut-être parler. Elle sort du cadre de l'IA, évidemment, mais elle est majeure si on désire apporter un soutien réel à des personnes en risque. Eh bien, il faut derrière qu'il y ait une action de santé qui soit portée par des professionnels de santé notamment. Et nous, on va promouvoir au maximum ce lien qui existe. Donc, je vous ai parlé du lien social, qui est majeur, évidemment, mais également de renforcer l'accès aux soins, de renforcer les réponses de l'environnement santé qui existe déjà, puisque, je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'avez compris, on s'adresse, nous, à des personnes qui ont 75 ans et plus, et donc qui vont avoir un environnement santé qui existe déjà. Il n'est pas toujours parfait, c'est sûr, mais il est très souvent existant et notre idée à nous, c'est pour maintenir au mieux le plus longtemps possible à domicile, dans les meilleures conditions, eh bien, c'est de renforcer cet environnement-là. C'est aussi eh bien, de répondre à une exigence collective que nous avons tous, qui est de répondre à la volonté de la personne et au respect de sa dignité. Et donc, on fait face à des dénis, on fait face à des situations qui sont parfois plus compliquées qu'elles ne pourraient l'être parce que les personnes ont leurs attentes, ont leurs envies et nous, notre approche, c'est d'abord de répondre à leurs envies et leurs besoins pour accompagner ces 10 dernières années de vie. On est sur ce créneau-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prédire, comme je l'ai indiqué, des risques de santé générale, des risques respiratoires, des œdèmes des membres inférieurs, des risques de dénutrition, des troubles du sommeil. La chute est un sujet sur lequel on a commencé à publier il y a maintenant 2 ans, une première investigation clinique en vie réelle, en montrant qu'on prédisait un peu plus de 80% des chutes sur un horizon temporel entre 1 et 4 semaines. Donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi parce que les outils classiques de prédiction des chutes utilisés aujourd'hui par les centres de gériatrie sont des prédictions aux alentours de 6 à 12 mois. Donc c'est intéressant, ça permet de classifier qu'une personne va être en risque important ou pas. Mais derrière, on n'a pas forcément de mise en place de déclenchement d'action. Donc là, il y a quand même quelque chose de très intéressant. Et puis également autour de l'alimentation, on sait que c'est la mère de beaucoup de problèmes. Et donc ce qu'on propose, nous, derrière, c'est une deuxième IA qui va être un moteur de recommandation, qui va proposer des actions à réaliser en fonction bien, des risques qui sont identifiés, de la trajectoire de vie de la personne dans les deux prochaines semaines. Eh bien, on sait les actions concrètes qui peuvent être mises en place, soit par l'environnement aidant. Vous voyez la boucle de rétroaction à destination de la famille, soit par un professionnel de santé. Et nous, pour vous donner un chiffre assez simple, quand on a une alerte sur 3 donnera lieu à une consultation médicale par le médecin traitant du patient. L'idée, c'est vraiment de renforcer cet écosystème qui existe autour de la personne et de venir se greffer de manière le plus transparent possible, simple possible, avec les contraintes, les exigences. Alors, des exigences, on est dans un système de santé, donc c'est le dispositif médical. Tout doit être évidemment hébergeur de données de santé, donc ça Lionel a évidemment des solutions autour de cela. Donc, nous, on utilise une autre solution. J'en parle volontairement parce que ça sera une transition, à mon avis, vers l'enjeu du cloud, du no-cloud, enfin des enjeux souverains, etc. Donc, j'anticipe la transition. Voilà. Mais évidemment, chaque solution a potentiellement un certain nombre de risques. Le cloud apporte énormément de valeur ajoutée, c'est évident. Je pense qu'autour de la table, on le voit tous. On a des capacités de calcul, des capacités de déploiement, de toucher au plus près. On a à peu près 4500 familles aujourd'hui qui bénéficient de présage. Donc, c'est tout un écosystème derrière de milliers d'utilisateurs qui sont directement impactés. Mais évidemment, il y a le Cloud Act dont on va parler
Titouan, peut-être dans un instant ou un peu plus tard, je ne sais pas, et pour lequel il y a beaucoup d'interrogations qui commencent à être levées et sur lequel il va falloir essayer de trouver des solutions. Et c'est pas forcément simple. Dernier point de notre côté, eh bien, c'est sur les différentes synergies qu'on met en place avec d'autres acteurs de l'écosystème. Je vois qu'il y a une cinquantaine de personnes aujourd'hui autour de la table, et puis certainement beaucoup plus dans les replays. Et donc nous, on est toujours évidemment très enthousiaste à travailler des cas d'usage concrets par rapport à des complémentarités de services autour eh bien, de cet enjeu qu'on a, je crois, autour, tous ensemble, autour du mieux vieillir et du vieillir dans les meilleures conditions, mais en apportant des solutions technologiques de rupture et donc qui ne sont pas forcément encore aujourd'hui anticipés par les forces publiques ou bien par les enjeux, par les décisions encore législatives. Hein. On est à chaque fois, évidemment, très en amont par rapport à ce qu'un législateur peut avoir pensé il y a même 10 ou 15 ans. Hein. On parlait de l'hospitalisation tout à l'heure. Les réponses actuellement pour l'hospitalisation, c'est la filière gériatrique qui date de 2007. Ça fait quasiment 20 ans, hein, parce que ça a été écrit un peu avant. C'est évidemment un autre temps par rapport à tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc, voilà, nous, on est toujours très, très enthousiastes à travailler. Ça peut être avec des centres hospitaliers, ça peut être avec des laboratoires de recherche, ça peut être avec d'autres startups, voilà, sur les différentes solutions pour développer de nouveaux cas d'usage. En effet, je pense qu'on gardera un bon temps d'échange à la fin. Je vois qu'il y avait l'AP qui nous écoute. Il y a d'autres grands groupes technologiques, donc on aura des temps d'échange avec l'Assemblée. Jacques-Henri, je laisse encore un peu de suspense sur la technique et sur le cloud. Et évidemment, ce sera l'objet. Et je me tournerai vers Lionel pour entamer cette partie de la discussion. Mais je reviens sur un point hyper importante de ce que tu as dit pour me tourner vers Olivier, c'est que l'IA, la technique, la solution, elle est vraiment pour augmenter les possibilités humaines, donc au service de l'humain, jamais en remplacement. Et justement, Olivier, vous réussi aussi ce pari-là. Alors d'abord en établissement et ensuite au domicile. Comment ça se passe justement spécifiquement sur le domicile qui est un peu particulier vis-à-vis de l'usage en établissement de vos solutions? Oui, alors effectivement, on va peut-être laisser un petit peu la partie établissement de côté, mais on sait que sur les établissements, aujourd'hui, une grosse problématique, c'est la disponibilité des personnels. Euh, les difficultés de trouver du personnel déjà pour ces établissements, du recrutement et après d'améliorer leurs conditions de travail. Donc, tout ce volet-là sur les établissements, ça sert à optimiser le travail des équipes et à les soulager de certaines tâches pour qu'elles soient plus efficaces et au service des résidents. Mais quand on parle de domicile, aujourd'hui, ça va être aussi un petit peu dans l'accompagnement des personnels qui vont recevoir ces appels ou dans tous les services qu'on va pouvoir proposer d'accompagnement autour de la personne. Donc, ce qu'on évoquait sur les aidants familiaux, par exemple. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, sur notre plateau d'assistance, donc je vous ai dit qu'on reçoit entre 3000 et 4000 appels jour. Aujourd'hui, un téléassisteur qui reçoit un appel d'urgence d'une personne à domicile qui a déclenché soit volontairement, soit une alerte automatique qui a été faite en fonction de la situation et qui a nécessité un appel à ce plateau. On a la double difficulté de mettre de l'empathie dans la réponse qui va être apportée à la personne et de pouvoir gérer ça dans un temps restreint, puisque il faut aussi traiter le nombre d'appels qui viennent. Et souvent, on s'aperçoit qu'une personne âgée qui est tombée, par exemple, et qui a pu volontairement déclencher une alerte, va pas forcément évoquer complètement la situation. Et donc, quand on va lui demander si tout va bien, elle va avoir tendance à dire oui, ça va bien, parce qu'elle ne souhaite pas inquiéter des personnes. Et donc, elle va peut-être pas donner l'intégralité du niveau de responsabilité ou d'importance de son appel. Et aujourd'hui, donc bien sûr, on forme nos opérateurs à cette écoute, mais on va commencer à les accompagner aussi par une écoute d'intelligence artificielle de la discussion pour donner des signaux lorsque l'on détectera que la personne
ne dit peut-être pas exactement la vérité de la situation ou a une intonation qui diffère de ce qu'elle peut évoquer. Donc, c'est un petit peu dans cet ordre-là. Et puis, on fait aussi du care management auprès de la personne ou de ses aidants proches. Et ça va être aussi une analyse de toutes les données que l'on va pouvoir avoir sur la personne pour orienter les solutions qui vont être proposées. Donc, il y a toujours effectivement cet humain qui va être là, et c'est important dans la relation, naturellement, mais on va apporter des solutions d'intelligence artificielle pour l'aider dans sa prise de décision ou dans l'écoute qu'il va avoir dans la relation avec l'usager. Merci beaucoup, Olivier. En effet, il y a un point très important que je garde pour tout à l'heure, justement, sur jusqu'à où on peut aller, en effet, pour enrichir cette relation entre le senior et éventuellement la personne qui l'aide. Et là, ce que tu évoques sur enrichir d'une intelligence artificielle, comprendre un peu la situation réelle de la personne à travers une IA et la façon, l'intonation de sa voix et le débit de mots, il doit y avoir plein de choses. C'est très intéressant et on reviendra en tout cas sur ces perspectives-là juste après. On va parler un peu technique maintenant et du coup Lionel, il y a évidemment Google, tu travailles chez Google Cloud, il y a des solutions aujourd'hui que Google Cloud développe et va développer sur l'hébergement et HDS souverain et des solutions de base de données. Tu peux nous en dire un mot, du coup, qui seront au service de l'intelligence artificielle, la génération Oui, de données qualifiées, quoi. oui, tout à fait. Je reviens effectivement sur ce que disait Jacques-Henri. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça nécessite effectivement beaucoup de modèles, beaucoup d'infrastructures. Si vous voulez, les modèles, c'est le volant du bolide, et puis l'infrastructure, c'est le bolide en lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hôpitaux, les ministères, les EHPAD n'ont pas vocation d'ouvrir des data centers plus gros que ceux de Microsoft, d'Amazon ou de je ne sais qui, pour héberger leurs données de santé, parce que c'est une fuite en avant qu'on peut jamais gagner, quoi. Et on aura toujours des métiers qui vous diront non, mais c'est pas comme ça, c'est trop tard, c'est trop cher, c'est pas le bon, je veux autre chose, etc. Aujourd'hui, on est dans on a besoin d'une immédiateté et que seul le cloud public peut apporter. C'est comme ça. Je suis pas là pour débattre le bienfait du cloud et c'est aujourd'hui. C'est le cloud public, c'est la façon dont on a d'avoir une élasticité par rapport à l'informatique, une puissance de calcul disponible et une instantanéité qu'on ne peut pas avoir quand on va acheter nos propres serveurs, etc., etc. Ceci dit, maintenant, et ça fait des années que c'est le cas, j'enfonce des portes ouvertes, quand on héberge des données de santé, ou toutes données sensibles, mais données de santé en particulier, on ne peut pas héberger ça n'importe où, que ce soit hors de France ou chez des partenaires qui ne sont pas dignes de confiance. Et c'est le problème, et c'est pour ça qu'on n'a jamais réussi dans la santé à casser le code de l'hébergement de données de santé et de l'intelligence artificielle sur le cloud. Donc, chez Google Cloud, la décision a été prise il y a 3 ans maintenant d'investir énormément en France et de s'attacher à la certification Secnum Cloud de l'ANSSI, donc la certification officielle du gouvernement français de la DINUM, qui dit voilà, un cloud souverain, c'est ça. Il y a 356 critères qu'il faut respecter et seuls ceux qui respectent ces 356 critères à grand coup d'audit ont la dénomination et le label Secnum Cloud qui permet d'être certain que ce soit au niveau légal, que ce soit au niveau technique, au niveau sécurité, au niveau contractuel, c'est un cloud complètement souverain, donc indépendant aux lois extraterritoriales et sécurisé. Donc, nous, les cloud providers américains, les 3 gros, AWS, Microsoft, Google, on avait dit, nous, c'est sécurisé, on est HDS depuis longtemps, on fait le job et pourtant, ça ne suffisait pas. Donc, la décision stratégique a été prise en France et ça fait des petits maintenant au niveau Google, au Japon, en Allemagne, en Italie, en Espagne, de s'associer avec des partenaires français, en l'occurrence Thales. Donc, on ne présente plus Thales, mais c'est le leader mondial de l'infrastructure et de la cybersécurité,
Et on a créé, et Thales a créé une société qui est filiale de Thales à 100%, qui s'appelle Sens, S3NS, et qui a vocation de porter l'ensemble des solutions Google Cloud sur un cloud souverain, avec l'objectif d'avoir la certification de l'ANSSI Secnum Cloud 3.2, excusez-moi, c'est un peu technique, en début 2025. Donc, en gros, c'est quoi? C'est de dire l'ensemble des solutions Google Cloud, infrastructures qui sont nécessaires. Donc, ces fameux GPU dont tout le monde parle, qui font que l'action NVIDIA a été multipliée par 500 en 2 semaines. J'exagère un peu, mais c'est un peu le sujet aujourd'hui, c'est où est-ce que je peux avoir l'infrastructure pour héberger mes modèles. L'ensemble des modèles, l'ensemble des solutions de base de données, de sécurité, etc., seront hébergés par Thales chez Sens. Donc, ça sera un cloud provider français, mais qui aura, et c'est ça qui est top, la capacité d'avoir tous les services Google Cloud quasiment instantanément. Il faut considérer ça comme une région Google, c'est-à-dire que lorsque Google Cloud lance un service cloud dans le monde, il y a 40 régions Google Cloud dans le monde. Une région, c'est 3 data centers minimum, etc., etc. Il y en a une en France, il y en a plusieurs en Belgique, en Hollande, en Allemagne, etc., etc. Et ça sera presque considéré comme une région Google, c'est-à-dire qu'à 15 jours d'intervalle, le temps que Sens fasse les validations nécessaires, tous les services Google seront disponibles sur leur infrastructure. Donc, hébergés, supportés, sécurisés par Sens en France. Et donc, avec l'obtention, si tout va bien, début 2025, de la certification Secnum Cloud. Donc, ça, c'est notre approche de dire, voilà, vous pouvez enfin adresser la quadrature du cercle de j'ai besoin de cloud, mais c'est des données de santé. Donc ça, c'est assez enthousiasmant chez nous. Il y a des cloud providers aujourd'hui qui sont Secnum Cloud sur le marché, dont l'ANSSI a déjà donné la certification, hein, donc des grands acteurs, hein, mais aucun d'entre eux n'a la largeur et profondeur d'une gamme d'un cloud provider comme Google. Donc ça, il y a une opportunité vraiment très forte pour le marché, notamment de la santé, de voir ce qu'on peut en faire. Et on a déjà plein de tests en cours avec la PHP, notamment, Jacques-Henri parlait de présenter des gens de l'AP qui sont présents, avec des chères innovations, avec des sujets très sympas. Là, on est de l'autre côté du prisme, c'est détection de mouvements chez des nourrissons qui peuvent, par exemple, identifier des problèmes de malformation ou des crises d'épilepsie en avance. Donc là, on est à l'autre côté du spectre, mais c'est le même sujet, hein. C'est des gens qui ne peuvent pas forcément communiquer, qui ont des alertes et qui ne peuvent pas dire « tiens, j'ai mal au dos ». Et ça, on a l'ensemble du catalogue, l'ensemble des possibilités, des modèles, et je ne viens pas vous rentrer dans le détail, mais il faut savoir que Google, ça fait 25 ans qu'on fait du cloud, puisqu'on est né dans le cloud, et qu'on a 9 produits chez Google qui ont plus d'1 milliard d'utilisateurs, que vous connaissez certainement pour les utiliser tous les jours. Et ces produits-là ont de l'intelligence artificielle depuis une quinzaine d'années maintenant embarquée sans qu'on le voit. Donc, on a des choses humblement à dire sur l'intelligence artificielle. Mais ce qui est chouette, c'est qu'en France, on l'aura dans un cadre souverain de cloud de confiance. Et grâce à Sens. Donc, ce sont des gros investissements chez nous, mais on est très content de les faire et de pouvoir adresser ce sujet, notamment dans la santé. Merci beaucoup, Lionel, pour ces explications du coup techniques, mais éclairantes sur… C'est un peu technique et il faut passer par là. Il faut voir le cloud comme un facilitateur, hein, ce n'est pas une fin en soi, hein. Le plus important, c'est Olivier, c'est Jacques-Henri qui sont en train de créer des solutions pour les personnes. Nous, derrière, on est juste un facilitateur, un enabler, comme on dit en beau français, qui permet juste d'accéder. On est la boîte à outils, quoi. On est le Leroy Merlin, si vous voulez, ou le Castorama, mais on a tout ce qu'il faut dans les rayons, mais ce n'est pas comme ça que l'armoire, elle va se monter toute seule ou que la cuisine ou que la maison va se construire toute seule. Donc, nous, on fournit tout ça, mais on est aux côtés des entrepreneurs du bâtiment de la santé, quoi. Voilà. Justement, on reviendra on fera un petit tour de table un peu partnership ensuite, mais c'est intéressant parce que ce que tu as dit, parce que c'est… On parle de données de santé, mais en effet, il y a plusieurs niveaux dans les qualifications de données de santé, et ça, c'est hyper important de le comprendre.
Jacques-Henri, comment ça se passe chez Présage là-dessus? Bah, voilà, vous avez généré beaucoup de choses vous-même en termes de données, de construction des modèles algorithmiques. Moi, je suis pas un professionnel, hein, j'y connais pas grand-chose en intelligence artificielle. Tu peux nous éclairer parce que je pense que je suis pas le seul justement sur ça. Oui, il y a peut-être deux niveaux dans la question. Hmm. Bon, l'intelligence artificielle, c'est rien d'autre que de la mémoire. Donc, ça n'est que du passé. Déjà, il faut bien comprendre ça. Ça veut dire qu'on est capable, avec des modèles, de comprendre le passé et de prédire un comportement futur d'une personne, dans notre cas, grâce à une base d'apprentissage qui est basée sur le passé. Donc, il y a forcément, théoriquement, des limites qui sont que s'il y a de nouveaux comportements qui se développent, bah, vous ne les avez jamais dans vos bases d'apprentissage. Donc, on ne peut pas tout imaginer avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Pour ceux qui faisaient des maths, on a quand même fait des traitements algorithmiques depuis à peu près toujours, en tout cas depuis le 19e siècle, et au moins depuis les années 60, donc ce n'est pas une révolution énorme. Ce qui est la révolution, c'est qu'on a accès à des modèles pour pas cher et pour très facile, quoi. Donc ça, et dès qu'on a des bases de données importantes, là, on a beaucoup plus de facilité par rapport à ce qu'on faisait il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc cette mémoire, ensuite, il faut qu'elle soit décrite avec ce qu'on appelle des features en bon français, c'est-à-dire quels sont les points saillants de votre base de données. Et là, il y a énormément de métiers à avoir, c'est-à-dire que vous prenez en fait le métier du data scientist. C'est pas vraiment d'utiliser sa librairie scikit-learn et de faire tourner ses modèles Python. Il faut l'infrastructure, comme Lionel l'a dit, pour pouvoir le faire. Mais la valeur ajoutée du data scientist, ça va être de comprendre avec les hommes du métier quels sont dans les données ce qui va faire sens, pour qu'on puisse traiter de manière intelligente. Voilà. Alors nous, dans la santé, on va essayer de s'appuyer sur les médecins, les infirmiers, les différents professionnels pour comprendre quelles sont les mécaniques réelles qui vont permettre de déclencher tel et tel comportement ou d'anticiper telle et telle situation. Je l'ai dit tout à l'heure, on s'adresse uniquement on s'appuie uniquement sur des descripteurs symptomatiques. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de choses qui ne sont pas symptomatiques et qui vont pas pouvoir être vues par présage. Pour autant, il y a quand même beaucoup de choses qui sont, elles, symptomatiques et sur lesquelles on a des niveaux de prédiction très bons, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Ensuite, le deuxième niveau de ta question, Titouan, c'est comment on répond aux enjeux du cloud. Alors, je me permets juste de préciser, il y a l'approche que Lionel donne qui me semble être tout à fait pertinente, c'est-à-dire répondre aux enjeux réglementaires, notamment d'extraterritorialité de certains pays, qui sont un problème quand même, si on se le dit entre nous. Et donc, il faut trouver une solution. L'ANSSI a proposé d'y répondre et c'est une très bonne chose que des gros acteurs s'y mettent en France et puis dans d'autres pays. Donc ça, on voit bien le sujet. Puis, il y a un autre sujet, c'est le no-cloud. Il ne faut pas ignorer qu'il y a un certain nombre de solutions aujourd'hui qui se développent autour du no-cloud, c'est-à-dire d'avoir de l'IA qui va être embarquée en local sur les solutions. J'étais au CES il y a un peu plus de 12 mois. On a eu un déjeuner de travail avec une quinzaine de structures qui étaient spécialisées sur les enjeux de données critiques, no cloud. Donc, vous voyez, ça fait 18 mois au CES, ça veut dire que c'est des sujets dont certains travaillent depuis plus de 3 ans maintenant, et donc il ne faut pas... L'avenir, ce sera certainement hybride, hein, comme toujours. Il y aura dans certains cas d'usage la nécessité de mettre en place du no-cloud. Il existe aujourd'hui dans la silver economy des solutions voulues par certains acteurs publics autour du no-cloud. C'est une tendance. Est-ce qu'elle ira plus vite que les enjeux de sécurité du cloud? Je ne sais pas, on verra bien. Et puis évidemment, des solutions cloud qui existeront, qui seront de plus en plus perfectionnées, de plus en plus sécurisées.
Voilà, moi je vois bien ces deux tendances-là dans les 5 prochaines années. Après, compliqué quand même de faire des projections. Nous, on a une approche assez claire. On opère dans un pays, les données doivent être dans le pays. Voilà, donc, ensuite, est-ce qu'il y a une solution locale qui répond aux exigences d'extraterritorialité ou pas? Et puis après, dans le cadre de travaux qu'on a aujourd'hui, on a des réflexions avec certains partenaires sur des solutions qui pourraient être embarquées, mais ça reste encore quand même assez innovant comme type d'architecture. Et donc, on n'en est pas encore là, nous, de notre côté, mais voilà, on y travaille comme beaucoup. Si je comprends bien, ce choix no cloud, c'est vraiment un choix technique, quoi. Ah non, c'est Dans, pas un choix technique, c'est un choix politique. Non, non, c'est d'abord un ouais, choix mais politique. dans la C'est- technique, ça veut dire que concrètement, au lieu d'avoir mon analyse qui est réalisée sur un Ah oui, serveur externe, l'analyse est embarquée dans le capteur lui-même. absolument. Euh, Absolument. Et ok. ce qui fait que certains fournisseurs de chips dont parlait Lionel ont une capitalisation qui explose, c'est parce qu'ils permettent cela. À partir du moment où tu peux programmer des microprocesseurs, pardon, tu es en capacité à embarquer en local des solutions qui ont déjà eu un apprentissage. Donc ça ne permet pas d'avoir des apprentissages dynamiques, mais dans la santé, dès que tu es dispositif médical, tu ne peux pas faire de l'apprentissage dynamique, donc c'est pas très grave pour nous. Ça peut l'être dans d'autres solutions, mais pour nous, c'est pas très grave. Euh, mais ça permet de pouvoir déporter au plus proche de ton utilisateur une solution qui va avoir un niveau de robustesse qui est qualifié, connu, éventuellement publié, etc. Donc voilà. Par contre, derrière, tu as tout le problème de l'extraction de la donnée, tu as tout le problème de. Enfin, c'est pas non plus une solution miracle qui résout tout. Parce que derrière, si le traitement est réalisé en local, il est donc plus remonté au niveau du cloud, et donc tu n'as plus accès à ces données pour continuer d'apprendre, etc. Donc, C'est pour les mises à jour, j'imagine ensuite. exactement. Olivier, pareil, enfin, la question est la même. Comment ça se passe techniquement chez Arkea? J'ai vu que tu voulais parler et j'allais me tourner vers toi justement. Oui, parce que justement, je voulais rebondir sur ce que disait Jacques-Henri et Lionel précédemment. Nous, on est déjà dans ce modèle hybride. C'est-à-dire que quand on travaille sur des établissements, on a un premier traitement en interne, en local, donc à la fois sur les capteurs optiques, où on a déjà une intelligence embarquée sur les capteurs pour nous faire une première analyse. On a une seconde analyse sur un serveur local avec différents modèles qui sont embarqués. Et en fait, c'est quand on détecte une irrégularité par rapport à ces modèles que l'on va aller sur le cloud pour faire des traitements beaucoup plus importants. Parce qu'effectivement, dans cet apprentissage-là, tous les bénéfices que l'on a de l'apprentissage, ben, on les embarque progressivement en local pour ces traitements. Donc aujourd'hui, on est, nous, déjà totalement dans ce mode hybride. Et alors, les choix étaient plutôt techniques pour nous au départ, dans le traitement, et pas forcément politiques, comme tu l'as Critique. évoqué, Jacques-Henri. Mais je te rejoins sur effectivement l'aspect politique et l'hébergement. Et de toute façon, effectivement, aujourd'hui en France, obligatoirement pour nous. Mais voilà, on est dans ce mode hybride et nous, on l'a choisi pour des aspects techniques au départ. Et la technologie évoluant, et notamment l'intégration sur les puces, comme vous l'avez évoqué, nous a permis de faire un maximum de traitements en local pour nous avoir une réponse la plus rapide possible et puis éviter aussi des transferts de données en permanence sur l'extérieur, alors qu'on peut en traiter une grande partie en interne. Donc voilà, je voulais compléter c'est pour ça que je t'avais fait signe en levant la main sur la discussion, parce que effectivement, c'est déjà du présent pour nous. Et je ne sais pas comment ça va évoluer, hein, si le no-cloud va émerger de façon plus importante. Nous, la réflexion n'était pas forcément, comme je l'ai dit, politique ou psychologique par rapport à ça. C'était vraiment des aspects technologiques qui ont fait que les solutions qui commençaient à être proposées sur le marché nous permettaient de travailler de cette façon-là.
Non, mais c'est hyper intéressant parce que voilà, nous, même si l'équipe est mobilisée auprès d'acteurs qui doivent s'équiper de toutes ces solutions-là et qui, dans les démarches d'aide à la décision qu'ils ont, intègrent ces fameux choix de conception et commencent à peser finalement, en effet, dans les équipements de solutions. J'aimerais qu'on fasse. On y est déjà depuis quasiment 1 heure. On va essayer de faire encore 2 tours de table sur les partnerships et deux, les perspectives. Lionel, comment ça se passe typiquement pour voilà, Google? On a compris, c'est la boîte à outils, c'est les rayons du magasin pour un partenariat Google, alors avec une startup, avec une grande entreprise, avec une institution, ou un hôpital ou un établissement de santé. Question très large, désolé. Oui, c'est une question parce qu'effectivement, quand on est chez Google, il y a Google Cloud, il peut y avoir DeepMind que certains connaissent déjà, qui est donc l'entité du groupe Alphabet, maison mère de Google, sur l'intelligence artificielle. Il y a vraiment plein d'initiatives, que ce soit au niveau de la fondation Google aussi, etc. Donc, il y a beaucoup de sujets. Le tout, c'est d'avoir un point de contact chez Google qui ensuite vous aiguille vers la bonne personne. C'est un petit peu, je pense, le passage le plus compliqué. Mais en fait, chez Google Cloud, on peut être ce point de contact dans la mesure où nous aussi, on a vocation pour travailler, que ce soit avec des partenaires, donc des sociétés d'intégration, des partenaires technologiques qui vont construire des solutions à base de nos technos, mais pas que, des sociétés en direct. Et dans les sociétés en direct, ça va du grand groupe multinational industriel jusqu'à la start-up. Et en fonction, on va dire, des typologies d'entreprises, il y a des programmes différents, notamment il y a des programmes pour les startups où on aide beaucoup les startups à démarrer s'ils choisissent Google Cloud comme partenaire technologique, avec des financements, des choses comme ça c'est certain. Globalement, ça dépend vraiment. Je te fais un peu une réponse de Normand sur ce coup-là, ça dépend vraiment de la situation. Mais en gros, c'est vraiment si on est en tant qu'entreprise, on va dire client final, on peut utiliser directement Google. Et comme je dis, qu'on soit un grand groupe ou une start-up, on a des besoins différents, mais on a accès à la même techno, et les programmes sont différents aussi. Et si on est partenaire, on peut rentrer dans un système de partenariat où on va développer des solutions sur la base de Google, ce qu'on appelle en bon français des ISV, donc des sociétés qui développent des logiciels et qui développent des sociétés qui se basent sur la technologie Google pour le faire. Et donc à ce moment-là, vous avez accès à une marketplace et tout client Google peut utiliser votre solution dans le cadre de son contrat Google, etc. C'est des pratiques assez standards sur le cloud public, hein, donc on n'a rien inventé, mais on a tous ces différents types de partenariats qui existent. Les programmes startup sont vraiment intéressants parce que je crois que Google est assez généreux pour aider une startup qui démarre sur les technos. Donc, il y a vraiment tout à étudier, quoi. Donc, on a un panel de programmes assez complexe, assez complet, pardon. Complexe aussi, peut-être. En tout cas, complet. Et voilà, les personnes qui sont présentes ici ou qui sont au nombre de Silver Alley, donc de venir vers moi, je saurais les orienter vers la bonne personne sans aucun problème, quoi. En effet, alors il y a une question, si vous vouliez mettre Jacques-Henri, Lionel et Olivier, vos adresses dans le chat, si vous voulez les partager, après on peut le faire au cas par cas en fonction de si vous voulez partager vos adresses email, hein, il n'y a aucune obligation évidemment à le faire. Olivier, je continue en me tournant vers toi. Là, tu as commencé quasiment cette table ronde en disant on enrichit notre solution, on essaie d'avoir une réponse encore plus systémique des besoins adressés. C'est quoi en ce moment ce que vous cherchez? Tu as évoqué l'analyse émotionnelle. Voilà, c'est quoi les partenariats, les nouvelles intégrations justement aux solutions Arkea que tu imagines? Alors, en parlant d'artificiel également, en parlant d'intelligence artificielle, pardon, également. Alors, bon, effectivement, nous, même si on
nous sommes un grand groupe bancaire avec une puissance importante. La division en tant que telle, c'est à la limite une start-up. C'est une centaine de personnes dédiées à cette activité au sein d'un grand groupe qui a pris conscience que la personne âgée était un sujet et donc a choisi d'investir et de pousser sur cette activité-là. Mais globalement, notre vision, c'est que même si on a la maîtrise de notre technologie et que l'on développe nous-mêmes les solutions, on ne peut pas faire tout seul. Et aujourd'hui, on a besoin d'établir des partenariats, qu'ils soient technologiques ou commerciaux, avec des entités. Il y a une telle évolution dans ce secteur qu'il y a des solutions qui émergent, qui peuvent être intéressantes. Et aujourd'hui, on a un petit peu cette optique d'accompagner des startups ou des innovations technologiques qui arrivent en les aidant à se développer, en incorporant leurs solutions dans notre offre. Et à terme, on prend souvent des participations au capital de ces sociétés où on les intègre totalement dans notre groupe. Dernièrement, on a fait, alors notamment, je parlais de l'analyse émotionnelle. On a signé un partenariat technologique avec une société qui s'appelle Emobot, qui fait effectivement, qui a développé cet outil d'intelligence artificielle sur l'analyse émotionnelle de la personne, et où nous, on travaillait sur la détection d'incidents physiques, je vais dire, hein, par exemple la chute, où on faisait quand même de l'analyse comportementale, mais liée à la personne, à ses déplacements. Là, on a intégré cette technologie qui va beaucoup plus finement dans le suivi du visage de la personne à nos solutions. Donc là, c'est un partenariat technologique qui a été mis en place avec une start-up qui commençait son activité, avec des solutions qui semblent prometteuses. Et notre rôle, c'est, en plus d'intégrer cette solution pour apporter une offre de service plus étoffée et qui répond à la demande, c'est aussi accompagner des structures qui émergent pour les aider dans leur développement. C'est aussi pour ça que nous avons intégré Silver Valley. C'est aussi cet esprit-là de dire on est à l'écoute du marché, on peut apporter, nous, notre connaissance et notre expertise, entre guillemets, de l'écosystème et aider ces structures à développer parce que ça sera au bénéfice de tout le monde. Donc, c'est cet esprit-là un petit peu. Et alors, si je vais un petit peu dans les évolutions aujourd'hui du marché et de nos besoins, on a un gros sujet qui est aussi l'isolement des personnes à domicile. Alors, dans nos offres que l'on appelle de téléassistance à domicile, on a tout un volet lien social aussi, puisqu'en fait, elles sont développées autour d'une centrale tactile, d'une tablette, avec du lien sécurisé et très facile d'accès pour la personne et pour ses aidants familiaux ou professionnels. Mais pour moi, l'isolement est quand même un sujet préoccupant sur ces personnes à domicile. On s'aperçoit, nous, dans les contrats qui sont mis en place, que pour certaines personnes, il y a même plus d'aidants familiaux à disposition. Et donc, tout cet accompagnement, alors aujourd'hui, on a des systèmes d'appels réguliers sur les personnes pour établir un lien, mais je pense que vraiment l'avenir important pour moi et dans les développements que l'on regarde aujourd'hui, ça s'oriente sur le robot conversationnel. Alors, qui n'est pas forcément sous la représentation d'un robot tel qu'on peut l'imaginer, mais on commence à travailler, nous, avec cette tablette que l'on a à disposition pour faire une interaction avec la personne et adapter, avoir un assistant virtuel, en fait, qui va pouvoir être accessible simplement. Alors, ce qu'on a aujourd'hui sur les enceintes connectées, hein, Lionel l'a évoqué tout à l'heure avec Nest,
Mais aujourd'hui, on va chercher à aller plus loin avec vraiment une représentation d'une personne qui pourra dialoguer avec l'utilisateur, le résident âgé à domicile, et pouvoir s'adapter en fonction de ses besoins, de ses troubles cognitifs ou de ses troubles physiques, et aller vraiment dans cet accompagnement en permettant à la personne de vraiment avoir l'impression de dialoguer avec une personne de son entourage, et ne plus faire cette distinction avec de l'intelligence artificielle ou un robot conversationnel. Donc pour moi, c'est vraiment une des évolutions et un axe de recherche que l'on a aujourd'hui pour aller sur cet environnement. On sait tous que la politique menée aujourd'hui pousse à laisser les personnes à domicile le plus longtemps possible. C'est une tendance de fond pour X raisons. Mais ça veut dire que il y aura de moins en moins d'interactions humaines possibles, et il va falloir trouver des solutions pour compenser cela. Donc c'est pour moi une orientation importante. Technologiquement, on commence à avoir des outils à disposition qui commencent à être vraiment performants. On a encore un peu de travail sur cette interface homme-machine, hein, à mettre en place, mais je pense que ça va vraiment être un besoin, enfin c'est un besoin, et ça va être une évolution importante dans les années à venir. Merci Olivier. En effet, Lionel a évoqué ce point-là aussi voilà, des agents conversationnels, la possibilité justement de mettre à disposition ces IA. Alors, historiquement au service des professionnels, mais plus maintenant au service du grand public. Je garde ce tout petit point-là pour Lionel, pour après, et j'enrichirai de la question du chat, mais j'aimerais avoir aussi la vision de Jacques-Henri sur les partenariats. Comment, Jacques-Henri, tu vois aussi enrichir, toi, d'autres solutions plus globales? Est-ce que tu te vois enrichir la solution de présage de d'autres solutions c'est quoi les complémentarités qui existent aussi avec les acteurs comme avec les solutions? Oui. Donc nous, on a plusieurs natures de partenariats, des partenariats en recherche, j'en parlais. On n'a pas beaucoup utilisé ce terme-là, mais l'evidence-based medicine est quand même un sujet important. Et il y a énormément de solutions. Vous savez certainement qu'il y a à peu près 500 000 applications santé sur les stores. Il n'y en a pas beaucoup qui sont DM. Et donc, le premier sujet, c'est qu'est-ce qu'on dit vraiment et qu'est-ce qu'on démontre réellement. Voilà. Et pour ça, il faut quand même s'appuyer sur des grands CHU, sur des équipes de recherche de l'INSERM, sur un certain nombre de partenaires. Nous, on essaie d'avoir un partenariat plutôt hybride avec d'une part un conseil scientifique qui va être composé d'un certain nombre de ces représentants, et d'autre part des partenariats hybrides avec, nous on a 3 CHU aujourd'hui avec lesquels on réalise des investigations cliniques par exemple, et des laboratoires de l'INSERM. Donc pour une petite société comme la nôtre, c'est majeur. Sinon, bon, voilà, on peut toujours affirmer des choses, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose quand vous avez des éléments de preuve clinique qui sont publiés. Dans le secteur de la santé. Ensuite, évidemment, les partenariats commerciaux. Hein. On est tous autour de la table à avoir des nécessités de développer nos activités, de les pérenniser, de les rendre rentables, de les développer éventuellement dans d'autres pays, etc. Donc, il y a pas mal de possibilités par rapport à ça. Et puis, les partenariats technologiques. Là, je le disais, c'est relativement opportuniste. Ça va dépendre un petit peu de la maturité de différentes solutions. On essaie de tout étudier. Avec le conseil scientifique, en 2022, par exemple, on a étudié tous les objets connectés qui produisaient de la donnée médicale pour essayer de voir les complémentarités, les intérêts, qu'est-ce que ça peut donner aujourd'hui, demain, etc. On a regardé un certain nombre de solutions qui ont été évoquées tout à l'heure également. Enfin, il y a à peu près là, pas de dogme. C'est d'abord se retrouver sur conviction. Alors là, peut-être, il y a une petite différence avec Olivier. Je ne sais pas si l'objectif, c'est de mettre un faux Olivier qui discute avec sa maman
Voilà, je pense que là, il y a des discussions qui dépassent totalement les questions techniques, qui sont plutôt sur des choix de société. Donc là, moi, j'ai pas du tout de, enfin, j'ai pas de prédiction extrêmement claire sur ce qui va se passer. Je vois bien la tendance et je comprends bien ce qui peut être mis en place. Je ne suis pas persuadé que ce soit une très bonne chose, mais il va y avoir des débats et aussi des arguments qui vont pouvoir être avancés et qui vont permettre d'enrichir cette réflexion collective. Je pense qu'on est au tout début de cette réflexion. Et voilà. Je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont se développer. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'apporter aux acteurs déjà en place, quand ils existent, hein, je suis d'accord avec toi, Olivier, on a aujourd'hui un peu moins de 15% des personnes à domicile qui ont plus de 75 ans, qui n'ont pas d'aidants familiaux et donc qui ont d'autres complexités, d'autres difficultés, c'est sûr. Mais il y a quand même 85% qui en ont. Et donc, c'est d'apporter une solution aux hommes et aux femmes qui constituent cet écosystème, dont la personne doit être centrale, mais avec l'ensemble des autres. Donc nous, c'est plutôt autour de ça qu'on s'interroge. Donc sur les solutions sociales, on a depuis 2 ans maintenant, avec un assureur, on avait lancé la première version d'une réponse géolocalisée avec des partenariats sociaux. Donc concrètement, aujourd'hui, n'importe quel territoire de présage peut être, j'ai parlé des réseaux, des faisceaux de recommandations qui sont mis en place en fonction des enjeux de la personne et des actions à mettre en place. On peut compléter pour chacun des territoires et chacune des communes dans lesquelles on opère, on peut compléter sur des solutions sociales locales qui sont potentiellement à mettre en place. Donc ça, c'est des choses qu'on a commencé il y a à peu près 2 ans et sur lesquelles il peut y avoir des synergies intéressantes. Et puis dans les partenariats technologiques, bah, là, je ne peux pas trop discuter ouvertement des différentes technos sur lesquelles on travaille actuellement, mais vous l'avez compris, on est, nous, sur un 360 de la situation de la personne. Et donc, tout ce qui va pouvoir compléter ou renforcer la connaissance va être intéressant pour nous, pour être intégré, partagé. Bon, voilà, les formes de partenariat peuvent être multiples. Et là, c'est vraiment au cas par cas. C'est pas vraiment une réponse de Normand, mais un peu quand même. Non, mais J'en suis conscient, mais bon, voilà, on ne peut pas aller trop loin non plus sur bien sûr, bah, les solutions technologiques qu'on développe. j'entends parfaitement les enjeux, Jacques-Henri. Merci pour cette réponse. Lionel, alors, je fais une parenthèse. Si vous avez d'autres questions dans le chat, on va les prendre désormais. Lionel, pareil, question un peu sur l'avenir. Tu l'as évoqué déjà sur ta vision de l'usage des IA génératives, notamment conversationnelles. C'est comme ça que toi, tu envisages l'avenir, si j'ai bien compris. Et je te propose aussi de répondre en même temps, parce que ça se croise pas mal avec la question qu'il y a dans le chat sur est-ce qu'on peut vraiment changer, l'IA générative peut vraiment changer des usages pour les personnes de plus de 70 ans? Ah oui, ouais, en fait, je rebondis aussi sur ce que, et je répondrai effectivement à la question, à ce que vient de dire Jacques-Henri. Donc, il y a une approche quand même éthique à avoir avec l'intelligence artificielle, puisque on ne se rend pas compte de la puissance. Enfin, il y a les lois informatiques qui disent que la puissance de calcul double tous les 2 ans, puis en fait, c'est tous les 6 mois, puis toutes les 2 semaines, et en fait, c'est vraiment impressionnant la puissance de calcul et ce que peut faire aujourd'hui l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de discussions autour de ça. Chez Google, nous, on sait que chaque projet d'intelligence artificielle passe dans le prisme d'un éthique, de savoir pourquoi est-ce qu'on est dans la bonne voie, parce que, comme disaient Olivier et Jacques-Henri, si le but de l'IA, de l'intelligence artificielle générative, c'est de remplacer Lionel auprès de ses grands-parents ou de ses parents en disant je te donne un fake Lionel qui réagit avec ma voix et qui fait semblant d'être là, comme ça tu es content et moi j'ai pas besoin de bouffer mon week-end pour aller te voir à l'autre bout de la France. Je pense que c'est pas là forcément l'objectif. Je pense que les premiers, oui, la réponse est claire, oui, ça permet vraiment de démocratiser, comme je disais,
l'interaction qu'on a avec la technologie. Comme je disais, moi j'ai un exemple concret, mes parents qui sont effectivement des boomers, hein, donc qui sont typiquement dans la cible aujourd'hui de ce qu'on veut adresser, des questions que je me pose, de me dire à un moment donné, ils ne seront plus forcément aptes à rester tous les deux à la maison. Je vois bien comment ils interagissent avec la Google Nest que j'ai mis dans la cuisine. C'est pas naturel, c'est pas c'est pas intuitif. Donc, si des gens de 30-40 ans ne l'utilisent pas, c'est pas des gens de 75 ans qui vont montrer la voie, ça c'est certain. En revanche, les gros progrès en langage naturel, que ce soit donc ce qu'on appelle du speech to text, donc retranscrire la voix en commande informatique, parce que c'est ça en fait l'intelligence artificielle, c'est de transformer tout ça en commande et en questions-réponses, ce qu'on appelle des prompts, et le text-to-speech, de recréer une voix. Ça fait il y a des progrès qui sont absolument incroyables depuis ces derniers temps, notamment grâce à la puissance de calcul au modèle, etc., etc. Donc ça, lorsqu'on arrivera vraiment à discuter avec un robot sans savoir que c'est un robot, là, effectivement, ça sera extrêmement démocratisable, avec toutes les barrières, tous les filtres, toutes les questions éthiques qu'il faut se poser en amont, évidemment. Mais je pense qu'il ne faut pas adresser l'intelligence artificielle par les extrêmes en disant qu'est-ce que ça peut faire de mal, etc. C'est 95-99%, ça peut faire du bien. Donc ça, c'est une chose certaine. Et puis, ça va être au départ par des communications simples, hein, voilà. Mais au moins, effectivement, que moi, mon rêve, c'est qu'une personne de 75 ans puisse dire OK, quel que soit le nom du device, est-ce que tu peux me rappeler le rendez-vous que j'ai cet après-midi? Est-ce que mon fils est au courant? Est-ce que tu peux l'appeler pour m'assurer que… Voilà. Et aujourd'hui, on y est presque, hein. Nest, Alexa font ça. Mais ça reste encore un peu compliqué parce que 5 fois sur 10, il vous répond à côté ou il répond « j'ai pas compris ». C'est là où ça sera complètement, à mon avis, intégré lorsqu'on dira, on rentre dans sa chambre où en fait, met le chauffage à 23 degrés ou, effectivement appelle mon fils en visio, etc., etc. Il faut que ça soit naturel. Donc je pense que oui. Pour répondre à des questions de chat, donc est-ce qu'on prend différents langages, différentes intonations, des accents, etc. C'est vraiment une question chez les grands éditeurs de modèles autour du langage. C'est des questions d'entraînement de machine. Il faut écouter des heures et des heures et des heures et des heures de Québécois pour arriver à avoir une réponse en français québécois. Il faut avoir des acteurs que l'on engage pour faire de la voix en québécois aussi. Donc ça, vous déclinez ça au nombre de voix, de langues qu'il y a dans le monde, etc., etc. Et vous voyez l'enjeu qu'il y a. Évidemment, il y a des approches très pragmatiques de les grosses langues, les gros marchés en premier, bien sûr, pour que l'investissement puisse valoir le coup. Donc, l'anglais, l'espagnol, le chinois, le brésilien, le portugais brésilien, le portugais portugais, etc., etc. Le français est dans les langues toujours parmi les plus, ce qu'on appelle les tier one, donc les plus utilisées. Le québécois aussi. Après, est-ce qu'on arrivera au breton ou à l'alsacien? Ça, j'en sais rien, mais ça, oui, certainement. C'est qu'une question d'entraîner les machines, quoi. Et donc, c'est bête à dire, mais d'opportunités business aussi pour que les acteurs puissent dire, voilà, moi, je vais mettre quelques millions de dollars dans la création et l'entraînement d'une voix un peu locale, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut avouer que ça marche très, très bien. Il y a des démos qui sont faites un peu partout par les grands acteurs. Nous, notre modèle d'IA générative s'appelle Gemini, et ça fait des choses assez puissantes quand même, il faut avouer. Alors, en anglais jusqu'à présent, et puis les différentes langues vont arriver petit à petit. Le français, en général, a toujours 6 à 9 mois de décalage par rapport à la sortie en anglais, mais ça vous donne… Mais c'est demain, quoi, hein, c'est demain. Voilà. Merci beaucoup, Lionel. Est-ce qu'on a des questions encore qui arrivent dans le chat? On a eu des retours et des témoignages d'entrepreneurs, de startups, mais est-ce qu'on a d'autres questions? C'est le moment, hein, de poser vos questions. Jacques-Henri, Olivier, est-ce que vous aviez aussi d'autres choses sur lesquelles on n'a pas parlé, mais qui étaient hyper importantes
à évoquer sur le sujet de l'intelligence artificielle, du coup, au service de nos sujets? Non, Moi, je pense. Oui, pardon, excuse-moi, vas-y, Jacques, si Non, tu veux. non, aucun problème. Lionel l'a évoqué. Mais vraiment rapidement, c'est la question de l'éthique. Je vais juste illustrer ce point-là par une publication qui est sortie il y a 2 semaines, que je vous mets dans le chat, dans une grande revue anglaise qui s'appelle British Medical Journal. C'est une équipe de chercheurs australiens qui s'est amusée à demander à, je ne sais plus combien, une demi-douzaine de ChatGPT-like, de générer des faux blogs avec de la fausse information médicale à l'intérieur. Enfin, des vrais blogs avec de la fausse information médicale, d'articles d'au moins 300 mots, etc. Vous verrez, l'article est très bien, il se lit très bien. Parmi les éditeurs, tous sauf 2 ont produit de la fausse information sans aucun problème. L'équipe de recherche australienne a envoyé un mail, comme c'est indiqué dans chacun des producteurs d'informations, à une adresse contact en disant voilà, c'est de la fausse information qui est produite. Et il y en a 2 qui ont refusé de produire l'information en disant que c'était de la fausse information. 6 mois après, donc ils n'ont eu aucun accusé-réception de ces éditeurs-là et aucun retour. 6 mois après, ils ont refait le même exercice. Tous ont également reproduit de la donnée, sauf un, puisqu'il y en avait un qui a changé, qui a retiré les barrières et a accepté de produire de la fausse information. C'est juste pour vous dire qu'on a un outil qui est extrêmement puissant. Moi, je suis, comme Lionel, convaincu qu'il n'y a aucun problème pour gérer tous les accents qui vont arriver au fur et à mesure des mois et des trimestres. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais on s'adresse à une population qui est quand même une population un peu spéciale. Alors, derrière le terme silver economy, ça embrasse large, puisque vous avez à peu près en France, juste en France, quasiment 12 millions de personnes qui vont avoir plus de 60 ans. Donc, évidemment, ce n'est pas les mêmes que ceux que nous, on adresse, qui sont plus de 75 ans ou même plus de 80 ans, qui sont, eux, de l'ordre de 6 millions. Donc, c'est très, très vaste comme population, mais ça montre que à tous les étages, il y a un certain nombre de risques. Et ça y est, je vous ai mis dans le chat la publi. C'est quand même l'enjeu éthique, et à mon avis, pas un enjeu à prendre à la légère, si on ne veut pas discréditer l'ensemble de l'écosystème. C'est-à-dire que c'est très facile de dire n'importe quoi, pas de problème. Ça, aujourd'hui, on a les outils pour le faire. Mais si on le fait, on prend le risque déjà de se discréditer. Bon, ça, très bien. Mais surtout, que l'ensemble des acteurs autour de Silver Valley, de nous tous autour de la table, et bien finalement, on soit vus comme des gens qui préféreront faire de l'argent plutôt que de répondre à un besoin. Et ça, je pense que c'est un point que collectivement on doit tous partager. D'autant plus que la technologie est très trompeuse. On peut tous demain se faire passer pour à peu près n'importe qui par téléphone. Et vous connaissez tous les cas aujourd'hui d'arnaques qui sont mis en place dans des systèmes bancaires. Vous avez votre fils qui vous appelle, qui a vu donc concrètement comment ça fonctionne. Vous avez un enfant qui va faire un tour en Asie, qui le met sur son Facebook ou sur son Instagram. Les personnes malveillantes le voient, se font passer par elles, parce qu'elles trouvent des enregistrements vocaux, donc elles savent maintenant vous téléphoner en se faisant passer par votre fils, et demandent urgemment de faire un transfert parce qu'il y a un problème. Donc aujourd'hui, ça marche comme ça, et ça fonctionne très bien. Ça veut dire que même des gens éduqués comme nous, qui font attention, qui connaissent, peuvent se faire avoir. Donc, en termes d'éthique, il faut faire très attention. Si vous vous adressez à des personnes de 80 ans, c'est extrêmement facile de faire passer à peu près n'importe quoi. Et je pense qu'on a un devoir collectif supplémentaire par rapport aux autres secteurs. Pour autant, cette technologie, elle permet énormément de choses. Et moyennant les guidelines qui doivent être déployés, mon cher Lionel, Dixit, la publication que je viens de pousser, moyennant des guidelines, on peut avancer grandement et aider beaucoup de personnes, évidemment. Voilà le petit point de nuance que je voulais apporter. Je le fais d'autant plus simplement que ça fait 10 ans, nous, qu'on travaille sur de l'IA non générative, c'est vrai, mais sur de l'IA par rapport à
au sujet de la prédiction d'événements de santé. Donc, c'est un sujet majeur pour nous. Et donc, collectivement, on a tout intérêt à ce que chacun des personnes autour de la table y fasse attention. Est-ce qu'il y a d'autres? Merci Oui, beaucoup, pour les zones Jacques-Henri. blanches, peut-être. Oui, nous, on a ce sujet-là. Je donne 2 exemples. Il y a deux zones assez caractéristiques. Le Marais, le centre de Paris, pour lequel, quand vous êtes en deuxième cours d'appartement, vous pouvez avoir des problèmes de zone blanche. Donc voilà, en plein centre de Paris aujourd'hui, on a quelques logements qui ne sont pas couverts. Et puis en Corse, dans certains territoires, on se retrouve avec des zones blanches. Il y en a encore quelques-uns. Bon, heureusement, il y en a de moins en moins. Normalement, il y a des densités, enfin, il y a des taux de couverture qui sont maintenant quasi complets, mais il y a encore quelques éléments. Nous, dans notre cas, on fait un peu d'insynchrone. On permet, dans ces cas-là particuliers, avec l'accord de la personne, je ne l'ai pas dit également, mais avant d'utiliser Présage, il y a un consentement systématique écrit qui est collecté. Donc, cet accord-là, il est extrêmement nécessaire également. Bien, pour les zones blanches, on fait pareil, on fait un peu d'asynchrone. Mais bon, c'est très très rare, mais ça existe encore, c'est vrai. Merci beaucoup, Jacques-Henri. Je voudrais que Olivier et Lionel, aussi, vu qu'on arrive à terme de cette table ronde, expriment chacun leur mot de la fin. Qui veut commencer, Olivier ou Lionel, comme vous souhaitez? Oui, je pense que je rebondirai sur cet aspect éthique. Effectivement, c'est une question à se poser. Et quand des nouvelles technologies émergent, il y a forcément besoin de s'interroger sur ces aspects-là. Est-ce qu'il y a besoin d'une autorité de régulation qui va au niveau général fixer des règles? C'est toujours un peu compliqué. Alors, je pense qu'effectivement, il faut commencer de notre côté, dans nos entreprises, à le faire de façon individuelle. Mais il y a des guidelines qui existent déjà, que tu Oui, peux implémenter. oui, tout à fait, tout à fait. Mais on est toujours sur cette problématique de technologie qui avance très rapidement. Et à quel moment et comment on peut les réguler sans stopper cette innovation. C'est toujours délicat, mais effectivement, il y a de quoi se référer aujourd'hui dans les publications. Mais je pense qu'effectivement, c'est au niveau de nos propres entreprises. Nous, par exemple, on est entreprise à mission, donc ça a aussi un sens et on suit ces indications dans nos développements, dans nos offres. Et c'est un petit peu ce qui nous guide. Alors, nous sommes une banque mutualiste, donc on appartient à nos sociétaires, en fait. Les actionnaires sont des sociétaires et je pense que ça nous permet aussi d'avoir une vision un petit peu différente. Et l'éthique fait partie aussi de nos développements, l'inclusif. Et ça. Donc on suit nos règles d'entreprise à mission, ce qui nous permet aussi de nous mettre des garde-fous par rapport à ça, tout en étant une société, enfin sur l'entité Archaon Life, d'être une entité très technologique et d'exploiter les technologies lorsqu'elles sont disponibles et vouloir les utiliser au maximum de leurs possibilités. Donc c'est effectivement en permanence un contrôle avec je dirais, notre propre autorité de tutelle qui va nous dire vous êtes en phase avec les termes de l'entreprise à mission. Si vous ne l'êtes pas, vous n'y allez pas. C'est un petit peu ce contrôle que l'on a aujourd'hui chez nous. Merci, Olivier. Je vais me tourner vers Lionel pour la dernière intervention du jour avant de nous quitter. Lionel, je t'en prie, il n'y a pas de question particulière à nouveau sur ce tour de table un peu conclusif, juste voilà, Non, ton mot de la fin également. je voulais te remercier, Titouan, d'avoir organisé ça, de m'avoir invité. C'était intéressant. J'espère que tout le monde a pu profiter de cet échange, en tout cas moi le premier. 2 points pour conclure. La partie éthique, effectivement, alors c'est toujours un sujet, l'éthique. Personne n'a créé, enfin j'espère ici que personne n'a créé de boîte ou autre pour faire des choses mal, mais
les personnes âgées ont toujours été, par leur faiblesse, la cible des arnaqueurs. Malheureusement, c'est déplorable, mais c'est comme ça. Ils ont dans leur boîte aux lettres des flyers qui disent appeler les numéros d'urgence en cas de coupure de gaz, etc., avec des gros macarons bleu, blanc, rouge de la mairie. Mais en fait, c'est les arnaqueurs qui veulent vous faire payer la réparation de votre porte ou de votre chauffe-eau 15 fois le prix parce que vous êtes une petite mamie sympa. Donc ça existe toujours. La seule différence, c'est que la technologie, Internet au sens large, mais la technologie décuple la puissance des choses bien et des choses mal. Ce que disait Jacques-Henri, avant, quand il fallait distribuer les flyers dans toute une rue et en toucher 100 personnes qu'on essaie d'arnaquer avec la porte à réparer ou la chaudière, eh ben, sur Instagram, vous pouvez toucher 10 000 personnes dans la journée, quoi. Et si vous avez un bench de 100 personnes, eh ben, ça fait 1 million de personnes ou 10 millions de personnes, je ne fais même pas le calcul. Mais c'est la puissance des bienfaits et donc on va dire du mauvais côté qu'il faut verrouiller de l'entrée. Mais avant tout, je pense que la technologie est là pour améliorer les choses. Et j'aurais tendance à dire, et c'est mon mot de la fin, c'est que si vous avez des cas d'usage, des pain points, comme on dit en bon français, de tous les jours, c'est de là que ça commence. Comment je fais pour améliorer cette situation-là? Comment je fais pour adresser ce sujet? Et nous, chez Google, notre métier, c'est trouver en sorte que la technologie puisse être un facilitateur de la solution. Non pas la solution toute faite sur étagère, comme je disais, c'est la boîte à outils, mais commencer de ce qui vous irrite tous les jours, que ce soit au niveau dans votre boîte, avec votre famille, etc., etc. Et ayons des discussions parce que je pense que la technologie, dans bien des cas, peut apporter des solutions. Voilà. Et des solutions positives pour le bienfait des gens et pas pour aller arnaquer les pauvres petites mamies qui n'ont rien demandé. Voilà. Donc, c'est ça, je pense, qui est intéressant de garder en tête avec toutes les guidelines que mentionnait Jacques-Henri qu'il faut prendre en compte maintenant parce que la puissance est là. Mais la puissance de bien faire les choses et de faire des choses bien est vraiment là aussi. Voilà. Eh bien, je vous propose qu'on s'arrête là. On est arrivé à terme de ce webinaire. Je vais faire une synthèse dans une phrase. On a vu, et c'était vraiment l'objectif, montrer des trajectoires d'entreprises qui sont vraiment très différentes entre elles, hein. Voilà, Jacques-Henri, une start-up qui développe avec des solutions, voilà, très haute valeur ajoutée, très précises sur des cas d'usage que tu adresses qui sont vraiment tout à fait spécifiques. Une grande entreprise technologique comme Google, voilà, qui développe ces fameuses boîtes à outils au service du consommateur final en grand public ou des entreprises justement qui développent des cas d'usage spécifiques et Arkea qui est une société avec un cœur de métier qui n'est pas forcément la technologie mais qui a voulu mettre justement des solutions au service de ses bénéficiaires. Alors, on a vu la technique, on a vu les possibilités, on a vu les enjeux, les pratiques et aussi les défis qu'il y aura autour de l'éthique, du stockage, des possibilités qu'il y aura. Donc, c'était pour moi véritablement intéressant. Merci à tous les trois. À très vite pour le reste aussi de la Silver Week pour ceux qui nous ont écoutés. J'espère que ça vous aura intéressé et à très vite. Merci. Merci Théodore. À bientôt. Merci à tous et à bientôt.